Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons tout de suite découvrir ensemble les grands titres de l'actualité de ce mercredi 8 juillet 2026. Qui sont les touristes qui choisissent Monaco? Combien dépensent-ils lors de leur séjour? Et que révèle leur fréquentation sur l'attractivité de la principauté? Nous vous dévoilerons les résultats d'une enquête réalisée par l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques. Le gouvernement princier renouvelle son partenariat avec le CROSS. Les ordinateurs réformés de l'administration continueront d'être reconditionnés par l'association. Une démarche solidaire qui favorise le numérique responsable et l'inclusion. L'entraînement a repris du côté de l'AS Monaco FC. Nous y étions ce matin et vous entendrez le nouveau coach Philippe Louis qui a pris part à sa première conférence de presse en affichant ses ambitions pour le groupe la saison prochaine. Le Monaco Energy Boat Challenge débute aujourd'hui à Monaco. Des étudiants, ingénieurs et industriels présentent les bateaux de demain. Une course placée sous le signe de l'innovation et de la transition énergétique, comme nous l'expliquera la responsable de la cellule événements nautiques du Yacht Club, Fanny Brouchou. Le club des résidents étrangers de Monaco célèbre ses 16 ans, un anniversaire qui coïncide avec le retour à la tête du crème de l'un de ses directeurs emblématiques, Chris Donte. Il sera notre invité pour évoquer l'avenir de ce club qui est comme une deuxième maison pour les étrangers qui viennent s'installer en principauté. Alors que nous sommes en pleine saison et que les touristes ont commencé à affluer en principauté à l'occasion des vacances estivales, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques et la direction du tourisme et des congrès viennent de présenter les résultats de leur grande enquête sur la fréquentation et les dépenses touristiques en principauté, réalisée entre janvier 2025 et janvier 2026 auprès de plus de 17 000 visiteurs. Cette étude dresse un portrait précis des touristes qui séjournent à Monaco et de leurs habitudes de consommation. Que faut-il retenir de cette enquête? La réponse dans ce reportage de Fabien Bonilla et Hugo Comasa. Cette étude met en lumière le poids croissant du tourisme dans l'économie monégasque. Sur une année, Monaco franchit le cap des 6,7 millions de visites, générant près de 1,4 milliard d'euros de dépenses directes, soit près de 7% du chiffre d'affaires de la principauté. Il n'y avait plus eu ce type d'enquête sur cette thématique depuis 15 ans. Elle a été menée conjointement par l'INSEE et la DTC. Il était important de refaire un point pour voir quelles sont nos faiblesses, quels sont nos atouts, quelles sont les pistes à travailler pour continuer à développer ce secteur-là. L'idée, c'est clairement de ne pas nous reposer sur nos acquis, mais de continuer à progresser, à entretenir ce type d'activité-là, très bénéfique pour la principauté. Parmi les 6,7 millions de visites en 2025, 92,5% ont été réalisées par des personnes qui passent la journée mais qui ne dorment pas à Monaco, tandis que 7,5% concernaient des personnes séjournant au moins une nuit sur place. Sur ces 6,7 millions de visites, il faut savoir qu'il y a 6,2 millions sont excursionnistes, c'est-à-dire des personnes qui ne dorment pas en principauté, et 500 000 visites sont des personnes qui ont dormi en principauté. Et avant, on avait uniquement le nombre de personnes qui dormaient à l'hôtel. Et donc voilà, on disait la fréquentation hôtelière de la principauté s'étend. Aujourd'hui, on a, grâce à cette enquête, à la fois la fréquentation hôtelière, mais on s'aperçoit que ça ne représente que 70% des nuitées. Donc il y a 30% des personnes qui dorment à Monaco ne sont pas à l'hôtel. Location d'appartements, bateaux, hébergement à titre gratuit chez la famille ou des amis. Voilà, ça c'était vraiment un des chiffres qui était assez important à retenir. Cette enquête est une véritable mine d'or pour la direction du tourisme et des congrès. Aujourd'hui, le service analyse de la DTC est en train de rentrer dans le détail de l'enquête pour avancer nationalité par nationalité, mois de fréquentation par mois de fréquentation, typologie de clients pour savoir si on va communiquer plutôt vers les couples italiens au mois de novembre ou vers les groupes d'amis américains au mois de mars. Donc c'est vraiment ce travail qui va nourrir la réflexion marketing pour également le message que l'on va porter auprès des journalistes dans le monde entier, que nos bureaux de promotion dans le monde vont amener vers les agents de voyage pour les inciter à présenter en premier les éléments de la principauté qui sont les plus attractifs pour leurs clients. Encore quelques chiffres pour finir. Près d'une visite sur deux est réalisée par des personnes résidant en France, ce qui constitue le principal marché de proximité de la destination. En revanche, 42% des séjours
avec nuitée sont effectués par des visiteurs hors Union européenne. Les touristes en provenance du Proche et Moyen-Orient sont ceux qui dépensent le plus, dépassant 1 000 € par jour et par personne lors de leur séjour à Monaco. Enfin, pour découvrir ce rapport complet, il est disponible sur le site de l'IMSEE ou directement en flashant le QR code qui apparaît sur votre écran. Le gouvernement princier franchit une nouvelle étape dans sa politique de réemploi des équipements numériques issus des établissements scolaires de la principauté. Après une première opération ayant permis de donner une seconde vie aux ordinateurs utilisés par les élèves des collèges et lycées, ce sont désormais les équipements informatiques des enseignants qui vont bénéficier d'un nouvel usage à l'occasion de leur renouvellement. Les explications de Fabien Bonilla avec Jean-Alexandre Dordet. Cette seconde phase concerne plus de 650 équipements, ordinateurs et tablettes, dont une partie du matériel reconditionné sera redistribuée dans le cadre d'une démarche alliant transition numérique, inclusion et développement durable. À cette occasion, une convention vient d'être signée, un engagement commun officialisé entre l'État monégasque, l'entreprise adaptée EVA et le Comité régional olympique et sportif Provence-Alpes-Côte d'Azur, le CROSS, qui coordonne notamment les clubs handisport du territoire. Dans ce cadre, 38% des équipements collectés seront donnés à des clubs handisport de la région. Ce matériel, une fois remis complètement à niveau, nettoyé de toutes les données qu'ils avaient, donc en parfait état de marche, va être distribué à des clubs gratuitement pour les clubs qui ont un engagement inclusif et donc qui ont des activités pour recevoir des personnes atteintes d'un handicap. Et donc sur 12 600 clubs, on a à peu près 500 clubs qui ont des activités avec des gens à handicap, plus ou moins importants. Et dans ces 500 clubs, nous avons à peu près 250 appareils ou 200 appareils à remettre pour les tâches administratives à ces clubs, ce qui va donner un coup d'élan administratif absolument phénoménal pour ces clubs qui ont souvent très peu de moyens. L'initiative revêt également une dimension sociale. Les opérations de reconditionnement sont réalisées par EVA, dont l'activité favorise l'insertion professionnelle de personnes éloignées de l'emploi. EVA agit en priorité pour l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est une entreprise adaptée. Notre activité, c'est le recyclage des déchets électroniques. L'histoire est belle. L'idée est de redonner une seconde vie aux équipements justement qui ont été utilisés par les enseignants et les élèves de Monaco. Ces équipements seront reconditionnés par l'équipe technique d'EVA. Par cette nouvelle opération, le gouvernement princier confirme son engagement en faveur d'un numérique plus responsable, tout en favorisant l'inclusion pour le plus grand nombre. Sur le plan environnemental, chaque ordinateur reconditionné contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Au total, cette démarche permettra d'éviter l'émission d'au moins 38,5 tonnes de CO2, soit l'équivalent de plus de 240 000 km parcourus en voiture. Alors que la Coupe du Monde de football est entrée dans ses phases finales, du côté de l'AS Monaco FC, cette semaine marque l'heure de la reprise. On a appris aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau joueur. Il s'agit de Sadibou Sané en provenance du FC Metz. Le défenseur central sénégalais de 22 ans s'est engagé pour 5 saisons et il est désormais lié au club de la Principauté jusqu'au 30 juin 2031. Ce matin avait lieu l'entraînement au centre de performance de la Turbie et la première conférence de presse du nouveau coach Philippe Louis. Alexandre Olivier et Julien Logier y ont assisté. 2 jours après l'officialisation de son arrivée, Philippe Louis a fait sa première apparition devant les médias ce midi. Après une saison en demi-teinte terminée à la 7e place, l'AS Monaco FC veut se relancer. Le Brésilien, élu entraîneur sud-américain de l'année 2025, a été courtisé par de nombreux clubs tels que Chelsea. Pourtant, c'est le projet monégasque qu'il a choisi. For me, it was an easy decision. First of all, because I see that when Monaco came and they called me to meet, the feeling was amazing and, from the start, and they really want me. I felt that Monaco really want to bring me and to bring my ideas here. So I think that's the main connection. And then the project is really well organized. Our ideas match, and all the process to the club also fuels my heart, and what I said was an easy choice, and I'm really happy to be here. Philippe Louis s'est montré calme, serein et déterminé. Connu pour appliquer un style de jeu offensif et agressif, le Brésilien veut emmener ses nouveaux joueurs dans son projet avec un objectif clair, retrouver la Ligue des Champions. I'm a person with really high ambitions, and they understood that, and but
above all, I think the process to see the team play the way I want to play, and I think that our ideas are similar. And every time we speak, we have similar ideas, so everything was easy because we create this connection really easy. Ce matin, Filipe Luis a dirigé son premier entraînement avec l'équipe. Il s'est montré très actif et a participé à certaines phases de jeu avec ses joueurs, une manière pour lui d'expliquer au mieux ce qu'il souhaite mettre en place avec l'équipe. I'm together with them on those training those concepts. They can understand better and easily, because the coach is there. So it's the way I always feel comfortable to train my players. I think that it's easy for them to understand when I'm there with them and doing the concepts with them and stopping and correcting all the time. And of course, this is a process now. We have to train because it's a lot of things to teach of my idea. And but we're going to have time to do this. L'entraîneur et son staff ont un mois avant leur premier match amical face à Liverpool le 9 août. La reprise de la Ligue 1 se fera quant à elle le 23 août prochain avec un déplacement au Havre. C'est parti pour une nouvelle édition du Monaco Energy Boat Challenge. Pendant plusieurs jours, Monaco devient le laboratoire des innovations maritimes de demain. Et des équipes venues du monde entier vont rivaliser d'ingéniosité pour imaginer une navigation plus durable. Nous retrouvons en duplex du Yacht Club Fanny Brouchou, responsable cellule événements nautiques. Bonsoir Fanny. Bonsoir. L'Energy Boat Challenge est devenu un véritable laboratoire de la navigation de demain. Comment le Yacht Club aborde cette nouvelle édition qui se prépare derrière vous? Cela reste l'un des rendez-vous majeurs du calendrier. Oui, c'est effectivement un des événements les plus importants du calendrier du Yacht Club de Monaco. Il est un petit peu différent des autres parce qu'on accueille beaucoup d'événements sportifs en voile et celui-ci est un événement de motonautisme. Et on l'accueille avec beaucoup d'enthousiasme. On espère avoir autant d'enthousiasme que les étudiants qui sont présents pour cette 13e édition. Oui, alors qu'est-ce qui fait la singularité de l'Energy Boat Challenge? Je dirais que la singularité, c'est vraiment cet esprit d'avoir un laboratoire vivant, un laboratoire en live qui permet aux étudiants de mettre à profit le développement des bateaux et de la préparation qu'ils ont fait tout au long de l'année. Et vraiment, ils travaillent sur le développement des technologies de demain, en fait, du yachting zéro émission. Mais alors justement, quelles sont les grandes tendances technologiques que l'on observe actuellement en matière de navigation responsable ? Alors, pour l'instant, on est vraiment axé sur le développement, l'amélioration des systèmes existants, notamment en termes de batterie. Ils doivent répondre à des contrôles techniques précis, donc ils n'ont pas non plus un champ illimité, ils doivent répondre à des règles. Et les nouveautés pour cette année, c'est qu'on a un bateau en classe énergie qui va naviguer grâce à une pile à combustible alimentée au méthanol. Ça, c'est une première pour l'Energy Boat Challenge. Et aussi, on a un fort développement de la classe des Sea-Lab, parce qu'il y a plusieurs sortes de bateaux qui composent l'Energy Boat Challenge. L'Energy Class, où sont des catamarans qui sont mis à disposition par l'organisateur, où les étudiants fournissent le cockpit et la propulsion. Et cette nouvelle classe des Sea-Lab qui a démarré doucement l'an dernier, s'est beaucoup développée et en fait pour cette classe-là, les étudiants développent l'entier du bateau. Aussi l'architecture navale, on a notamment un bateau chinois qui est présent cette année et qui est avec des foils. Oui, donc c'est assez global comme approche. La cible, bien évidemment, ces étudiants, c'est capital de créer de l'émulation entre eux autour de ces questions. Tout à fait. Et en fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est que ces bateaux, que ce soit les énergies ou les Sea-Lab, c'est des projets de classe, en fait, qui sont des projets d'études tout au long de l'année. C'est aussi pour ça que les équipes sont aussi grosses sur site, parce que du coup, il y a toute la classe qui fait le voyage. Oui, ce sont des élèves ingénieurs. Le Yacht Club de Monaco s'est imposé comme un acteur majeur de la transition énergétique dans le nautisme. Cet Energy Boat Challenge y contribue, mais il s'inscrit dans un spectre d'action beaucoup plus large tout au long de l'année. Oui, tout à fait. Il y a de nombreuses initiatives qui sont mises en place par le Yacht Club de Monaco pour le développement du yachting de demain, pour être un acteur en fait de cette transition. Notamment le Sea Index, qui est un indice de classification des bateaux et qui est maintenant bien développé.
Un dernier mot, alors à quoi le public peut-il s'attendre pendant ces quelques jours de compétition ? Alors il va y avoir de l'action parce qu'il va y avoir des courses en mer avec différentes épreuves en fait, pour pouvoir comparer les bateaux. Il y a une course d'endurance, il y a des slaloms, il y a une championship race le samedi dans la marina du Yacht Club de Monaco. Ça c'est très, très rigolo et c'est spectaculaire. Il va y avoir aussi des conférences destinées aux professionnels de l'industrie. Il va y avoir des tech talks, c'est des présentations, des speeches en fait, que les étudiants font pour essayer de défendre leur projet devant un jury et ils sont primés pour ça. Et il va y avoir aussi un championnat virtuel de e-gaming, en fait, toujours sur le thème de l'Energy Boat Challenge où les participants s'affrontent virtuellement. Voilà, donc du divertissement, de l'enrichissement, des conférences intéressantes. On invite le plus grand nombre à vous rejoindre au Yacht Club. Merci Fanny Brouchou d'avoir répondu à notre invitation alors qu'a débuté aujourd'hui l'Energy Boat Challenge. Avec plaisir. Et les dernières épreuves et la remise des prix de l'Energy Boat Challenge sont donc prévues samedi. Des œuvres rares, des signatures prestigieuses et des sculptures qui défient le temps. Arcurial a poursuivi hier sa série de ventes aux enchères estivales à l'hôtel Hermitage. Une fois de plus, chaque pièce révèle un savoir-faire et une histoire unique. Le récit de Vanessa Dessy avec Camille Caloni. La prestigieuse maison de vente aux enchères proposait une sélection de sculptures d'exception, réunissant des œuvres rares dans un rendez-vous très attendu par les collectionneurs. Ça fait déjà la 7e édition, donc on est vraiment très heureux depuis toutes ces années de venir chaque été, même déjà au printemps, parce que nous installons les sculptures comme cet extraordinaire bronze de Arnaldo Pomodoro, déjà dès le mois d'avril. Et pendant toute une saison, ces sculptures, alors il y en a ici, il y en a à la Petite Afrique, sur le square, au-dessus, disons un peu partout, disséminées dans la ville, dans la principauté. Parmi les pièces à ne pas manquer, des œuvres remarquables, des sculptures rares, véritables prouesses artistiques. Nous sommes ici devant une des pièces maîtresses, le Arnaldo Pomodoro, et puis évidemment, je dirais presque le nouvel emblème de Monaco, le pouce de César, que vous avez pu voir à côté de l'office de tourisme, un bronze poli de 3,50 m. Après, vous avez un grand arc de Bernard Venet, vous avez d'importants Manolo Valdés, une belle Ménine. Après, je peux continuer, mais il y a donc voilà les pièces les plus importantes, je dirais. Entre patrimoine, créativité et savoir-faire, cette vente arcuriale célèbre des œuvres d'exception, un rendez-vous où chaque culture raconte une histoire et révèle le talent de son créateur. Et nous continuons de suivre la programmation du Fort Antoine tout au long du mois de juillet. Et hier soir, c'est l'une des voix incontournables du jazz actuel qui résonnait dans le théâtre. La chanteuse venue tout droit de Montréal, Dominique Fils-Aimé, a envoûté le public. Écoutez. La musique, pour moi, c'est une manière de se regrouper, se réunir, de connecter les uns aux autres, à nos émotions, à ce qu'il y a autour. Donc, c'est une manière de générer de l'empathie parce qu'on part d'un espace où on est juste des âmes les unes aux autres. Et je pense que c'est un bel espace comme point de départ pour pouvoir après discuter des traitements différentiels qu'il va y avoir basés sur l'enveloppe physique. Et je pense que quand on se ramène à l'essentiel de qu'est-ce qui nous regroupe et qu'est-ce qu'on a en commun en fait, c'est plus facile après d'avoir de l'empathie les uns pour les autres et trouver un moyen de mieux coexister et de mieux vivre ensemble. C'est à toi que je délivre mes mélodies, toi qui es pour moi toute la vie. Tu es mon soleil, ma richesse. C'est l'enregistrement que j'ai trouvé sur une cassette de ma maman dans les années 70. Donc, elle a enregistré ça à l'époque et je ne l'avais jamais entendu. Et comme cet album est un cadeau pour elle et aussi une manière de faire hommage autant aux mamans en général qu'au concept d'amour inconditionnel, ça me permet de commencer le spectacle avec elle et ça me fait toujours sourire.
Bonsoir Monaco. Merci d'être ici. Bravo. What a band. Les belles mélodies et la douce voix de Dominique Fils-Aimé qui répondait aux questions d'Alban Gingembre sur des images de Thomas Deus. 16 ans d'histoire, de rencontres, d'échanges et d'accueil pour le club des résidents étrangers de Monaco. Le CREM célèbre cet anniversaire en ouvrant un nouveau chapitre à sa tête. Chris Donte est le nouveau directeur. Son nom ne vous est pas inconnu. Il avait déjà occupé ses responsabilités par le passé et il est avec nous ce soir. Bonsoir Chris Donte. Bonsoir Patricia. Vous êtes de retour à la tête du CREM après une expérience professionnelle à l'étranger. Avant toute chose, qu'est-ce qui vous a convaincu de revenir à Monaco et de reprendre les rênes du club ? Mais écoutez, c'est vrai que j'ai une très belle expérience à New York. Ça m'a beaucoup enrichi sur le plan personnel et professionnel. Mais c'est vrai que Monaco était pour moi une sorte de maison. Et quand notre présidente Louisette m'a appelé, quand elle a entendu que je rentrais en Europe, elle m'a directement téléphoné pour demander si je voulais reprendre les rênes du club. Et voilà, c'était avec beaucoup d'émotion que j'ai accepté parce que voilà, retrouver les membres, retrouver l'équipe, c'est finalement retrouver ma seconde famille. Et donc j'étais très heureux de pouvoir reprendre les rênes du club. Et justement, alors en retrouvant le CREM, quelles ont été vos premières impressions ? Avez-vous eu le sentiment de retrouver plus qu'une maison aussi, un club qui avait évolué pendant votre absence ? Oui, tout à fait. J'ai été très enthousiaste de voir que finalement le club était resté très solide et avait continué d'évoluer, que ce soit en termes de membres ou en termes d'activité. Ça m'a fait très plaisir. Et donc voilà, moi, mon rôle finalement, c'est de continuer à faire en sorte que le club brille ici en Principauté, d'accueillir tous les nouveaux résidents et aussi de montrer ce que Monaco fait de mieux ici. Alors cette année, nous célébrons donc les 16 ans du CREM. Selon vous, quelles sont les plus grandes avancées du club depuis sa création en 2010 ? Mais je veux dire qu'en 16 ans, ce qui a fait la force de CREM, c'est vraiment, on a pu créer une véritable communauté. C'est vrai qu'en 16 ans, on a accueilli un grand nombre de résidents ici dans le club. Et c'est vrai qu'avoir créé ce lien entre tous ces membres, c'est vrai que c'est une très grande fierté parce que finalement, quand je parle avec certains membres qui me disent qu'après certains mois ici à CREM ou certaines années, la plupart de leurs amis, de leurs connaissances, c'est grâce à CREM qu'ils l'ont fait. Et bien finalement, je me dis que finalement la mission du CREM, qui était celle-là il y a 16 ans, est toujours d'application et c'est une belle réussite. Oui, un lieu de rencontre, un lieu de connexions humaines. Et il est vrai que cette mission est encore plus importante dans un monde toujours plus international et un Monaco extrêmement cosmopolite. Oui, en effet, c'est vrai qu'il y a énormément de nationalités ici au club. On regroupe plus de 40 nationalités différentes. Mais finalement, ce qui unit tous ces membres, c'est le fait qu'ils se retrouvent lors d'événements, que ce soit des conférences, que ce soit des discussions avec des personnalités de la principauté. Et finalement, le fait de tisser ces liens, ça enrichit finalement un petit peu cette différence de nationalité et ça devient une très grande famille. Et quel est le rôle concret au quotidien que joue CREM dans l'intégration des nouveaux résidents et puis dans le rayonnement de la principauté aussi ? Bien, la mission est multiple. Premièrement, intégrer les personnes nouvelles en principauté. C'est vrai, quand on arrive d'un autre pays, il est parfois difficile de trouver ses marques. Et donc, CREM répond à la fois à leurs questions et leur fait gagner du temps. On les présente aussi à d'autres membres, donc finalement on accélère finalement leur intégration sociale. Et puis c'est vrai que via CREM, on essaie aussi de promouvoir tous les hauts lieux et les autres activités de la principauté. Et donc voilà, finalement on leur facilite une intégration beaucoup plus vite et on leur fait se développer un réseau social. Vous nous l'avez dit, vous aviez laissé un club en pleine dynamique. À votre retour, quelles vont être maintenant vos priorités pour les prochaines années ? Mais je veux dire que
Les priorités, c'est voilà, on va garder la mission première, c'est d'intégrer tous les résidents ici à Monaco. Mais c'est vrai que j'ai cette ambition de par mon expérience ici aux États-Unis, c'est de moderniser peut-être encore un petit peu plus l'image du CREM, c'est de développer de nouveaux partenariats et c'est de développer aussi de nouvelles expériences que les membres peuvent avoir ici dans le club. Mais voilà, on reste sur la mission première de vraiment intégrer les nouveaux résidents et aussi, et quand je parle de résidents, je parle à la fois de résidents étrangers, mais aussi de monégasques. C'est vrai que dans les 40 nationalités, on a la 9e nationalité sont les monégasques. Donc c'est vraiment un lieu qui est ouvert à tout le monde et qui permet de sociabiliser. Merci Chris Dond d'avoir été notre invité. Merci beaucoup Patricia. Tout au long de l'été, le Grimaldi Forum célèbre l'automobile à travers son exposition estivale. Des ateliers pédagogiques accompagnent cet événement pour faire découvrir aux plus jeunes l'univers des courses, du design et de la publicité. Et si les enfants devenaient à leur tour créateurs d'affiches automobiles par exemple? Voyez ce reportage de Vanessa Dessy et Camille Caloni. Les plus jeunes ne sont pas oubliés. Tout au long de l'été, le Grimaldi Forum propose des ateliers ludiques pour découvrir l'univers de l'automobile autrement. Une manière d'éveiller leur curiosité avec un thème par jour. Aujourd'hui, l'affichage et la publicité des grandes courses étaient à l'honneur. On a une semaine de visites comptée pour les enfants, suivie d'une heure d'atelier. Et alors aujourd'hui, on s'intéresse aux affiches des concours d'élégance, aux affiches de rallye et aux affiches du Grand Prix de Monaco. Donc on essaye d'explorer avec les enfants le rapport entre ces différentes compétitions, la principauté de Monaco, et donc on analyse les affiches, les codes couleurs, ce qui est représenté, mais également les affiches de publicité. Ensuite on monte au 2e étage et on a la salle d'atelier avec une plasticienne qui leur propose des ateliers plastiques autour de la thématique du jour. Donc aujourd'hui, les enfants vont faire leurs propres affiches. Qui peut venir au tableau? Ah super, un courageux, on y va? On a vu les voitures de Formule 1, de rallye, des voitures de mode. On a pris les voitures, les affiches de rallye. On colle des trucs, on dessine et à la fin ça va ressembler à une affiche. J'ai appris que les affiches ça servait à attirer les gens pour voir les Grands Prix, le rallye et tout ça. Mais on colle une voiture, on colle Monaco, après on dessine. J'ai fait une affiche. Et je colle des voitures et je collerai. Les ateliers sont proposés tout au long de l'été, du lundi au vendredi, sur inscription via le site internet du Grimaldi Forum. Eh bien voilà une jolie façon de s'occuper pendant l'été. Ce journal touche à sa fin, nous allons le refermer sur la série de photos de fin d'édition. Elles ont été prises ce matin par Manuel Vitali au centre de performance de la Turbie. À suivre la météo sur Monaco Info présentée par Sarah Hikari. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain à 19h. Très belle soirée à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, la météo sera similaire à celle d'aujourd'hui. Le soleil dominera largement le ciel monégasque avec quelques passages nuageux au cours de la journée. Concernant les températures, elles seront toujours estivales, comprises entre 22 et 31 degrés. Ce jeudi, nous penserons à souhaiter une joyeuse fête aux Amandines. Ce prénom signifie aimante. On le trouve aussi ailleurs sous la forme de Mandy. Voilà pour l'anecdote. Passez une excellente soirée sur Monaco Info. À demain.